tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. On laisse tomber son analyste une fois que l'analyse est finie. Tout à fait. Mais c'est évidemment pour jouer à partir du mot chrétien, puisque quand même Bien le sang sûr, est bien quelque sûr, chose de chrétien à l'origine, et évidemment il le sort de là, il l'extrait de là. C'est bien sûr. donc pour jouer avec le mot chrétien de charité, et Oui, que oui, donc il veut faire entendre que la charité, entre guillemets, de l'analyste, c'est justement de faire le déchet du discours pour tout à pouvoir fait. enregistrer et susciter les sujets comme rejet du discours. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Bon, ben, Bien, justement, ben, vas-y, Gisèle, puisque tu oui, as pris la parole. d'accord, Voilà, on donnera la parole à tout le monde ensuite. bien sûr. Alors, il est 10 heures. Je vais. Oui, je vais tout d'abord, puis après je verrai selon le temps que j'ai. Je vais tout d'abord, vous me direz d'ailleurs si c'est trop long. Je vais tout d'abord prolonger un point dont j'ai commencé à vous parler la dernière fois. À partir de la question qui lui était posée donc, il y a 50 ans, il faut bien avoir ça en tête. Pourquoi prédire la montée du racisme? Vous trouvez ça page 53 de télévision. Lacan avait répondu en traitant de deux formes de racisme, vous vous souvenez, de façon parallèle, sur un mode presque équivalent, désigné par un certain rapport à l'autre, l'autre majuscule, comportant donc le racisme, si l'on peut dire ordinaire, qui s'adresse à l'autre race, et le racisme qui s'adresse à l'autre sexe. Racisme que l'on pourrait dire sexué par conséquent. À ceci près que dans les deux cas, on le sait, il n'y a pas de symétrie. Même si chaque sujet, évidemment, a un autre sexe selon son sexe propre, et une autre race, selon comment est située la race à laquelle il appartient, eh bien, on sait bien que tout ça, le racisme, c'est précisément que tout ça n'est pas du tout symétrique et interchangeable. En réalité, il existe un point de vue universel, là où ce sujet se trouve, qui est le point de vue du discours de la loi, là où il se trouve, et qui est celui de la race et celui du sexe qui prévaut dans ce discours-là. Ce discours, en effet, est articulé à partir d'une logique de fantasme, comme l'est toute la politique, pour parler là de ce qui régit les lois raciales, si on peut dire, et les lois sexuelles. Lacan le disait donc que la politique en général, en 1967, est motivée par une logique de fantasme, mais il dit tout aussi bien ailleurs que ce fantasme dont il s'agit, et on le voit bien d'ailleurs dans les formules de la sexuation, c'est celui de l'homme. Ça n'est pas symétrique, on le sait. Bien. De l'homme majuscule, de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire construction de discours, et non pas un homme. Ce fantasme qui constitue la syntaxe de la loi sexuelle dans les termes de celui d'énoncer l'homme comme celui qui a et qui a ce qui est, la femme en l'occasion. Et vous pouvez ajouter, puisque ça s'étend au racisme, cette remarque de Lacan dans Télévision, eh bien qu'il s'agit de l'homme blanc, puisqu'il n'y a pas plus de symétrie du côté de la race. Dans ce texte, ce que Lacan dit du racisme vaut presque entièrement pour les deux sortes de racisme, et c'est très étonnant, la première fois qu'on le lit, c'est une découverte, parce qu'il justifie, et c'est ça aussi qui est un point essentiel, leur mise en parallèle par cette remarque, je cite, de toute façon, s'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est que l'autre est d'une autre race. Voilà une bonne définition de la race. C'est ce qui est fait d'un rapport qu'il n'y a pas. Rapport sexuel ici, au sens lacanien, bien sûr, c'est-à-dire qui implique de remarquer que ce qu'on appelle au pluriel rapport sexuel ne fonde en réalité aucun rapport au singulier entre les partenaires des deux sexes, pas plus du même d'ailleurs. Cette absence est vérifiable, elle est vérifiable, on ne le sait pas assez. Elle est vérifiable puisque le langage, au lieu d'inscrire un rapport entre les sexes qui soit de nature sexuelle, n'inscrit entre eux une loi sexuelle. Un fantasme fait loi. Un fantasme masculin fait loi. Un fantasme universel sous cette forme fait loi, qui s'énonce donc en termes d'avoir et d'être et non pas en termes sexuels. Avoir et être ne sont pas sexuels. À la date où ces paroles sont prononcées, on connaissait déjà la puissance névrotique de cette loi, comme de tout le système qui a pour clé de voûte le nom du Père.
Et depuis, on sait que ce système a massivement reculé. Jusqu'ici, du moins. C'est ça qui est frappant. D'ailleurs, lorsque nous écoutons ce discours sur le racisme à la date de 1974, qui est la date de télévision, nous pouvons mesurer les avancées majeures qui ont eu lieu depuis, précisément sur le plan du racisme sexué et un tout petit peu peut-être aussi sur le plan du racisme ordinaire. On connaissait donc l'effet névrotisant de ce système du nom du père qui produisait ces lois sexuelles, qui les produit toujours, bien sûr. Euh, euh, mais nous observons aujourd'hui, après qu'il ait massivement reculé, ce système, nous observons aujourd'hui combien ce progrès, pardon, est fragile et menacé, tandis que la parodie de cette loi est en train de nous revenir en force depuis divers points du monde, euh, 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 nous montrant quelque chose comme une grimace qui parie véritablement, pour le coup, du père au pire. Le système du nom du père était névrotisant. Celui-ci, c'est tout autre chose, celui qui pointe son nez, je veux dire. Un mode de rapport vivable entre hommes et femmes exige une souplesse suffisante de cette loi du discours en forme de fantasme. Donc, cette souplesse existe aujourd'hui pour nous en Europe. C'est ça qui est frappant de lire le texte de télévision après une telle avancée précisément. C'est une souplesse suffisante pour que soit laissée une place suffisante aux logiques dites pas toutes phalliques, ce qui en l'occasion veut dire aussi non totalitaires. Ce sont celles que nombre de femmes choisissent et déploient, on le sait, contribuent ainsi à desserrer les taux de la loi du discours et l'abéance entre les sexes, qu'elle ne crée pas mais qu'elle reconduit et qu'elle accroît. Le propos de Lacan sur ces deux modes de racisme est le suivant, c'est presque une proposition politique. On pourrait, je cite, laisser à cet autre, grand A, son mode de jouissance. Fin de citation pour le moment. Pas seulement sa jouissance sexuelle, bien sûr, mais l'organisation de son être, sa jouissance de la vie, si on peut dire. Cette supposition était énoncée donc à une date où on ouvrait, par une telle proposition, de larges perspectives. Laisser à l'autre, celui de la race comme celui du sexe, son mode de jouissance. Et effectivement, elles se sont ouvertes depuis, c'est-à-dire durant les 50 dernières années, du moins pour ce qui concerne le sexe. Le racisme sexué. Mais Lacan poursuit aussitôt que, je cite, cela ne se pourrait qu'à ne pas lui imposer la nôtre. Fin de citation. Là aussi, il décrit l'état réel des choses d'alors à propos des deux modes d'altérité, d'une façon que ne renierait pas, après tout, nombre de féminismes. Certains l'ont d'ailleurs peut-être, voire probablement emprunté, notamment ceux qui ont évolué vers ce qu'on appelle l'intersectionnalité, comme j'ai dit de Butler, pour extraire de ce parallèle fécond que Lacan effectuait ici dans ce texte dont vous le savez qu'il a été infiniment public, c'est-à-dire international, puisqu'il était à la télévision, en quelque sorte. Certains, donc, l'ont peut-être emprunté pour extraire de ce parallèle de nouvelles conceptions entre race et sexe. Et il a ainsi suffi à Lacan de lire ensemble ces deux mots, autre sexe, autre race, qui n'ont après tout rien en commun, à part d'être autres à partir d'une même base de discours, pour qu'un sens nouveau apparaisse. Ces deux sens, ce sens nouveau résonne l'un par rapport à l'autre, renouvelant le sens de la race si l'on veut, mais surtout celui du sexe. C'est la résonance nouvelle de la race qu'ont donc adopté les courants dits de l'intersectionnalité, et cela les a amenés précisément à laisser tomber le sexe. L'autre sexe, le féminin, la pensée du sexe, le rapport des sexes, le rapport sexuel. De tout cela, ils ne s'occupent plus. C'était des féminismes à la base. De tout cela, ils ne s'occupent plus. Ni de la femme comme telle, que d'ailleurs ça ne dérange pas, puisque, pourrait-on dire à la manière lacanienne, comme universelle, elle n'existe pas. Il n'y a pas le là de l'universel pour la femme, sauf anatomiquement, ce qui est tout autre chose. Il n'y a que des femmes réelles qui ne sont pas toutes organisées selon la même logique. Les féminismes en ont traité, eux, depuis plus de 50 ans, comme d'un universel, justement, parlant au nom de toutes les femmes et de toute la femme, et la désignant toute comme objet, ce qui est faux, puisqu'elle n'est pas toute, justement. C'est pourquoi
En énonçant que la femme n'existe pas, Lacan s'adressait d'abord à eux pour objecter sur le là de l'universel, mais il riait probablement de les provoquer ainsi par une formule qui prend des airs d'insulte. La femme n'existe pas, au premier abord, alors qu'on pourrait la penser, si on l'étudie de près, tout à fait féministe. C'est une dénonciation en quelque sorte. Pour ma part, j'ai donc accentué le sens nouveau qui se produit du côté du sexe. Et l'on doit bien constater que ce que Lacan annonçait comme montée du racisme sous ces deux formes, en la considérant comme prévisible et même comme nécessaire, est maintenant en marche. Nécessaire ne veut évidemment pas dire qu'il le soutenait, mais que cela ne cesse pas de s'écrire, comme une sorte de pathologie qui va et qui va sans cesse, et qu'il appelle, je cite, l'égarement de notre jouissance. Notre jouissance est égarée. Elle ne se situe, ne se repère qu'au regard de cet autre absolu, qu'est l'autre côté du sexe, dont nous sommes séparés. Cependant, il se produit quelque chose de nouveau depuis que les deux sexes se mêlent, qui n'existaient pas lorsqu'ils ne se mêlaient pas, qu'ils n'étaient pas rassemblés. Il se produit des fantasmes inédits. On conçoit comme préoccupant le ressort structurel de la montée de ce racisme-là, racisme sexuel, également en marche. D'ailleurs, également en marche, donc nouvellement, récemment, vous le savez, ou du moins éclos récemment. D'ailleurs, hier, pour la première fois, après l'arrestation d'un jeune homme qui avait un projet d'attentat en France contre des femmes, le HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, a lancé pour une première fois une alerte dénonçant le masculinisme qui légitime, je cite, les violences à l'égard des femmes et met directement en jeu leur sécurité. C'est la première fois. De ce que Lacan appelle l'égarement de notre jouissance, qui est ce nous. Je l'ai évoqué la dernière fois dans ce texte serré, une seule hypothèse est possible à retenir. Tout d'abord, notre désigne là la jouissance de l'homme, majuscule, et même celle de l'homme blanc, puisque la remarque vaut pour les deux sortes de racisme, qu'il soit sexué ou qu'il soit le racisme de la race. À cet égarement, il ajoute, Lacan, ce qu'il appelle la précarité de notre mode de jouissance. Le nôtre désigne le même que tout à l'heure, car sa jouissance, celle de l'homme, ne relève plus que du plus de jouir, c'est-à-dire de cette sorte de plus-value qui n'est qu'un ersatz de jouissance. Le renoncement à la jouissance comme telle, qui inclurait, la jouissance de l'autre sexe, si ça était possible, a laissé place à cet ersatz qui s'appelle en quelque sorte on est ce qu'il y a, on a ce qui est. C'est un sacré ersatz, c'est un plus de jouir. La Genèse a fabriqué ce plus de jouir, on le sait, c'est la Genèse qui le fabrique. Pour y installer la femme, elle n'est pas la seule, mais en Occident, c'est la Genèse. Dans notre civilisation judéo-chrétienne, c'est la Genèse, bien sûr, qui l'a fabriquée, pour installer la femme à cette place de plus de jouir, d'objet A. Mais cette loi sexuelle, même, même, pardon, même installée ainsi, peut comporter une souplesse, une certaine souplesse, laissant se déployer, je le disais tout à l'heure, d'autres modalités de jouissance, notamment les jouissances hors discours, qui sont celles des femmes qui n'adoptent pas les jouissances, ou pas totalement, la jouissance de l'homme, la jouissance phallique de l'homme. Ajoutons, pour être précis, qu'il s'agit de l'homme majuscule, donc je le souligne, et non pas d'un homme. C'est une construction de discours, celle qui se définit donc selon la loi sexuelle, être ce qu'il y a, avoir ce qui est. Cette construction est aujourd'hui revendiquée en actes très violemment, de plus en plus violemment, vous le savez, des deux côtés du monde. Le masculinisme d'empire entend revenir au socle patriarcal et étroit de la loi, empire, c'est le cas de le dire. Il y revient empire. Il s'est formé en miroir des féminismes quand eux-mêmes s'étaient formés en miroir de l'homme majuscule. Et cette spirale ne cesse de s'accélérer. Que Lacan ait jugé prévisible, voire nécessaire, du fait du dit égarement d'une évolution de cet ordre, il y a donc un demi-siècle, ne la rend pas moins préoccupante. Il ajoutait à ces remarques une autre annonce fort sombre, qui pourrait bien, elle aussi, s'avérer juste, et tout autant en marche.
Il estimait qu'on ne pourrait laisser l'autre, je cite, à son mode de jouissance que si depuis longtemps on ne lui en avait pas imposé une autre, si les choses n'en étaient pas au point qu'il n'y a plus qu'à le tenir pour un sous-développé, ce à quoi on ne manque pas naturellement. Je vous dis là, fin de citation, je vous donne là le texte du film, c'est-à-dire l'énonciation de Lacan, qui est plus développé et plus clair que celui du texte du livre. Et il considérait la chose comme déjà décidée. C'est déjà décidé. On ne pourrait laisser à l'autre son mode de jouissance que si on lui en avait pas imposé une autre. La chose est déjà décidée. Là aussi, c'est un pronostic extrêmement préoccupant. Il s'applique aux deux formes de racisme d'ailleurs, mais il est encore plus préoccupant du côté du sexe, bien sûr. Les rapports sexués, autant que les rapports raciaux, ne laissez pas jusqu'à une certaine date, que j'ai précisé tout à l'heure, à l'autre son mode de jouissance, et la femme pas plus que l'étranger. Parce que depuis bien longtemps, on lui en avait, en effet, imposé une autre, au point de ne plus pouvoir le tenir autrement que pour un sous-développé. Vous voyez, ça s'applique parfaitement aux deux formes de racisme, ce qu'il dit là. Je comprends que ça ait fait rêver les intersectionnalistes, mais ça n'est pas ce qui, moi, m'intéresse. Dans ce texte-là, vous remarquerez que ça n'est plus le nôtre de l'homme blanc, c'est le on. Si on ne lui en avait pas, etc., etc. C'est beaucoup plus large que le nôtre du texte. Le nôtre, c'est dans la télévision, le texte. Donc ce point de vue sombrement précis sur les processus qui déterminent l'état de nos sociétés quant aux rapports raciaux et quant aux rapports de sexe a été contredit lors des 50 dernières années, c'est-à-dire lors des années qui ont suivi son énoncé, l'énoncé de télévision. Les avancées massives des 50 dernières années ont ouvert effectivement des perspectives logiquement tenables. L'état actuel des rapports entre les sexes, tel qu'il fonctionne en Europe actuellement, comporte une sorte d'équivalence subjective, disons, entre les sexes, qu'on appelle égalité, avec cette souplesse de possibilités qu'offre le pathos logique des femmes et de certains hommes, qui fécondent régulièrement le discours et desserrent les taux de la loi sexuelle. C'est un peu ce laboratoire de l'existant que j'explorais dans Traversée des logiques sexuelles l'année dernière, publié l'année dernière, entre l'une et l'autre logique, celle du discours selon le tout et sa tendance au totalitarisme, et celle du patou hors discours. Ces logiques étant adoptées, vous le savez, par choix singulier, elles ne sont plus universelles, bien que celle du tout soit préférentielle chez les hommes et celle du patou préférentielle chez les femmes. Il y a de l'une à l'autre une traversée infiniment différente de celle que l'on appelle transgenre. Ce livre paraît en anglais dans 5 jours sous le titre The Logic of a Sex Being, qui supprime le terme de traversée, qui est un terme propice au malentendu, justement. Alors, si j'ai le temps, oui, j'ai le temps. Je vais commencer la deuxième question. Je poursuis sur le discours donc du capitalisme. À la question suivante, à la remarque suivante, qui parle des pays communistes, Lacan répond en disant « C'est le capitalisme remis en ordre, et autant pour le sexe, car le capitalisme, il faut le dire, c'est de là qu'est parti de le mettre au rencard. » Vous trouvez ça page 51 du texte édité. Certains philosophes actuels croient que c'est le christianisme qui a mis le sexe au rencard, c'est assez court, et souvent un peu niais. En psychanalyse, on n'est pas de cet avis. On souligne plutôt que l'interdit de la jouissance, la prohibition de l'inceste, qui interdit la mère, revient à prescrire de la désirer. Freud, comme Lacan, remarquait qu'à interdire le sexe, eh bien, cela servait à le désirer. Ce que l'expérience nous montre d'ailleurs sans cesse, l'expérience analytique, j'entends. Tout dépend par conséquent de ce que l'on appelle sexe. Pour Lacan, la mise au rencard du sexe, c'est le capitalisme, donc. Mais il faut bien dire que l'inconscient y est déjà pour quelque chose, et il l'a développé lui-même. Dans sa logique du fantasme, le 12 avril 1967, il remarquait que
L'inconscient peut être dit scientifique en ceci que le sujet de l'inconscient n'est rien d'autre que celui qui est rejeté du symbolique par le discours de la science, ce que j'évoquais tout à l'heure. Il reparaît dans le réel, mais là, dans le réel, il n'a en somme plus que le langage pour arrimage. Il n'est fait que de langage, il ne tient qu'au langage, l'inconscient. Et de quoi parle-t-il? Eh bien, il parle du sexe. Mais d'une parole, je cite Lacan, dont l'acte sexuel est le silence. Fin de citation. Ce rapport du sexe et du langage, ainsi énoncé de manière très vaste en 1967, annonçait déjà ce que j'ai ensuite longuement développé et soutenu de cette fiction de l'origine du langage, qui sera amenée, un tout petit peu amenée, je dirais, mais pas du tout développée, dans Ou pire en 1972, proposant que le langage s'origine dans le défaut du rapport sexuel. D'où se déduit toute une topologie. Il ne suffit pas de le dire, pourrait-on penser, encore faut-il le prouver, sachant que justement, on ne le peut pas le prouver. Mais une fiction, parfois, peut être aussi puissante qu'un fragment de l'histoire. C'est un pari. Dès lors, Lacan pose la question de ce que l'inconscient en dit, puisqu'il est fait d'un langage parlant du sexe. Et à son sens, ce que l'inconscient en dit, c'est bien autre chose que ce qu'on lui fait dire, et particulièrement les psychanalystes. Les psychanalystes donne l'impression, je cite, que c'est inconscient. Il le brame, le miaule ou le chante, ce sexe. D'ailleurs, en style, c'est pour qu'on ne sache pas qu'il n'y a pas d'acte sexuel que les psychanalystes le taisent de peur qu'on ne vienne plus les voir. Car s'il n'y a pas d'acte sexuel, alors à quoi bon, dit-il. C'est donc plutôt d'une aspiration sexuelle que parle l'inconscient, précisément du fait qu'il n'y a pas d'acte qui puisse être dit sexuel comme tel, pas d'acte qui fonde un rapport sexuel comme tel entre les sexes. Alors on parle de sexualité et c'est justement parce qu'il y a la sexualité qu'il n'y a pas d'acte sexuel, concluait-il. Il illustre drôlement ses remarques par l'anecdote du curé, l'anecdote célèbre du curé qui a prêché sur le péché. On demande alors qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il était contre. Lacan remarque que l'inconscient prêche lui aussi, à sa façon, sur le sujet de l'acte sexuel et qu'il n'est pas pour non plus. Voilà ce dont il s'agit pour Lacan dans notre champ quant au sexe. L'inconscient n'est pas pour l'acte sexuel, parce qu'il ne peut pas en écrire le rapport, parce que le sexe ne fonde aucun rapport. Cette absence est fondamentale pour ceux qui parlent, notamment parce qu'il s'ensuit que les deux sexes, au lieu d'être liés par un rapport qui serait sexuel, dans le langage, le sont par une loi sexuelle, et qui en soi n'a rien de sexuel, puisque être ce qui a et avoir ce qui est, c'est tout autre chose. Qui correspond, cette loi, vous le savez bien, à ce qu'on appelle la domination masculine. Alors, en quel sens le capitalisme peut-il être dit mettre le sexe au rencard? Je commence par ce qui, à mon sens, n'est pas la réponse. Si l'on s'intéresse à quelques travaux actuels sur l'effet du capitalisme sur le sexe, on s'aperçoit au contraire qu'un certain nombre d'auteurs se réjouissent que le capitalisme n'ait pas tué le sexe. Bien au contraire, puisque la pornographie, les vibromasseurs, sans parler du Viagra, font gagner des fortunes à leurs fabricants. Certaines analyses sont d'ailleurs intéressantes, comme celle de Danny Robert Dufour, auteur de La Cité perverse, qui considère qu'à partir de la crise de 1929, s'est produit un tournant libidinal du capitalisme. Au moment où la production devait être relancée par la consommation, parce qu'elle avait baissé, il y a eu alors, explique-t-il, une rétrocession de jouissance. Le capitalisme rationnel a partagé une partie de la jouissance qu'auparavant il confisquait en s'appropriant tous les fruits du travail des prolétaires. Il a alors cessé de se concentrer uniquement sur leur temps de travail pour s'intéresser aussi à leur temps de loisir. Le loisir s'est trouvé saturé de marchandises, des leurs multiples qui furent présentées comme des besoins impérieux, des pulsions qu'il ne s'agissait plus de réprimer mais d'exalter. Après le loisir, le pas suivant était logiquement l'érotisme. Le capitalisme de répressif allait devenir libidinal. Ça n'était plus travail et pour le désir tu repasseras, c'était travail
et en récompense, il y aura quelques chatouilles. Fin de citation. C'est ainsi, estime-t-il, que le capital a changé l'érotisme en pornographie et la masturbation en activité rentable. En acceptant une rétrocession de jouissance, le capitalisme est devenu libidinal. Alors, il y a là, j'en termine avec le résumé de cette pensée, il y a là, vous le voyez, une bonne compréhension, en tout cas me semble-t-il, du processus que nous repérons dans notre champ, qui est celui de recul progressif de la jouissance sous l'effet du langage au long des siècles. Et le renoncement est supporté, en effet, à l'aide de plus de jouir précaires, en effet, selon la théorie lacanienne. C'est d'ailleurs probablement quelqu'un qui a lu Lacan. On renonce à une jouissance interdite ou devenue impossible et on lui substitue des objets d'une toute autre nature qui ne sont plus de la jouissance. La jouissance est renoncée, elle est perdue, mais pourtant qui apporte satisfaction. Jusqu'à l'étape suivante de recul de la jouissance, de création de nouveaux plus de jouir et ainsi de suite. La conception de Lacan sur la mise du sexe au rencard par le capitalisme, vous vous en doutez bien, ça n'est pas la chatouille. Et même celle dont parle la Boétie dans le discours de la servitude volontaire en 1577, où il disait que tous les peuples se laissent promptement allécher et amener à la certitude, pardon, à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Ces choses merveilleuses, disait-il, qu'ils se laissent aller si promptement pour peu qu'on les chatouille. Fin de citation. Cette conception du sexe n'est pas en jeu dans les analyses actuelles, qui saluent l'efficacité nouvelle du capitalisme lorsqu'il cesse d'être coercitif. Cette conception lacanienne du sexe n'est pas en jeu dans les analyses actuelles qui saluent l'efficacité du capitalisme lorsqu'il cesse d'être coercitif pour passer à l'incitation et à la récompense, la dite chatouille. Elles sont assez judicieuses, toutes ces analyses. Elles soulignent que plus diminue la liberté économique et politique, plus augmente la liberté sexuelle comme compensation. Elles convergent en observant dans des sens très divers que Dieu merci, le capitalisme ne met pas le sexe au rencard, bien plutôt il s'en sert comme recours. Bon. Les mêmes pourtant pourraient constater une baisse tendancielle des rapports sexuels dans les jeunes générations et même au-delà. L'absence du rapport sexuel en quelque sorte venant se manifester cette fois par l'absence des rapports sexuels. Tandis que ne cessent de croître, on le sait bien, les sexualités virtuelles, solitaires, à l'aide de la technique et maintenant de l'intelligence artificielle. D'autres analyses approchent un peu plus, non pas de la conception de lacanienne, mais d'un point qu'elle souligne, en remarquant notamment le sadisme de ce système. Je mentionne là celle de Roswitha Scholz, qui a écrit Le sexe du capitalisme. Elle considère que le sadisme social concentre certains des éléments constitutifs de la marchandise: aliénation, réification, dépossession, appropriation, servitude, sur la base d'une violence qui en fait est sexuée et qui rend pérennes les rapports de domination et de soumission. Fin de citation. Or, ce mot de sadisme qu'elle utilise ici résonne, si vous vous souvenez, avec celui que Lacan utilisait et que je soulignais lorsqu'il qualifiait en 1963 un trait de la démarche d'une démarche dont il fallait que l'homme fasse son deuil. Il disait, je cite, « Ce qu'il recherche, c'est moins la castration donc, bien sûr. Sa castration, ce qui lui manque à elle. Mais ça, disait-il, c'est une affaire de mal. Elle sait très bien, laissez-moi dire, ne vous emballez pas, qu'il ne lui manque rien. Ou plutôt, que le mode sous lequel le manque joue dans le développement féminin n'est pas articulé au niveau où il est cherché par le désir de l'homme quand il s'agit proprement pour lui de cette recherche sadique que j'ai articulée cette année. Vous trouvez ça dans l'Angoisse, page 230. J'ai longuement souligné depuis que le mode sous lequel le développement féminin rencontre le manque et son mode à elle de castration, à lui ou à elle de castration, c'est de dépendre du désir masculin pour pouvoir déployer sa propre jouissance à elle.
Cependant, c'est pas l'envie du pénis, par conséquent, vous l'avez noté. Cependant, depuis que ces lignes sont écrites, bien que il faut remarquer que bien des hommes ont fait leur deuil de cette démarche sadique. Ces dernières 50 années, celles dont je soulignais la souplesse évolutive des logiques entre le tout et le pas tout. Ces 50 dernières années, euh, euh, ces hommes-là qui ont fait le deuil de cette démarche sadique sont devenus ce que Yvan Jablonka appelle juste des hommes, mais des hommes justes, avec des résultats sensibles dans les sociétés où cela s'est produit, où une souplesse s'est déployée avec des effets remarquables, même si quelques radicalités, bien sûr, en ont surgi. Cette souplesse a eu de nombreux effets dans nos sociétés européennes. Elle est à ce jour, en quelque sorte, devenue notre bien précieux, une sorte de laboratoire, en quelque sorte, où elle a été mise en culture, ce qui ne lui enlève pas sa fragilité, sa précarité. Pour saisir maintenant en quoi Lacan considère que le capitalisme met le sexe au rencard, eh bien, il faut sa définition de ce discours. Lacan considère le discours du capitaliste comme une variante du discours du maître dont il était question tout à l'heure, dans lequel l'impossibilité qui barre l'accès de la jouissance disparaît au profit d'une circulation du plus de jouir. La jouissance est renoncée, au profit donc de la circulation de toutes les marchandises qui servent d'ersatz, de jouissance, tous les plus de jouir. Dans les autres discours, il y a toujours un endroit où le passage vers la jouissance est impossible. Mais dans le discours capitaliste, le lien qui lie le sujet au plus de jouir n'est pas barré. Et c'est cela son astuce particulière, en somme. À la place du sexe, donc, en tant qu'il comporte tout, au sens lacanien, toute cette construction dont se sont chargées les religions, les refoulements, les sociétés, à la place de cette absence du rapport sexuel, qui a pour conséquence qu'une loi lui a été substituée entre les sexes, eh bien, il y a la circulation, libre des plus de jouir, libre comme l'est le marché. Dans ce cadre, le point de vue lacanien considère aussi, lui aussi, que l'on s'oriente vers un système qui doit quelque chose à Sade. J'avais souligné il y a quelques années à propos de l'inconscient politique, en commentant le texte de la troisième, contemporain de télévision, où Lacan pensait déjà que cette alliance de Kant et de Sade nous pendait au nez. Certes, divers traits de nos sociétés actuelles quant à la chose sexuée et la chose sexuelle pouvaient se lire en effet comme une alliance entre cette maxime universelle de Kant, celle qui fonde la loi morale en tant qu'elle est universelle, et celle de Sade, qui est universelle aussi, mais bien sûr d'un tout autre genre, qui propose, elle, d'élever sa propre pathologie sexuelle au rang d'une éthique applicable à tous. C'est à cela qu'on assiste en effet. Nous avons vu cela se déployer effectivement dans nos sociétés durant ces 50 dernières années, au milieu de cette évolution de souplesse logique dont je parlais tout à l'heure. La maxime sadienne, elle s'énonce, vous le savez, j'ai le droit de jouir de ton corps selon mon plaisir, à charge de revanche d'ailleurs. Ben, il semblerait aujourd'hui que Kant s'éloigne. Il s'éloigne avec ce que Lacan appelle, dans télévision d'ailleurs, l'humanitairerie de commande qui servait à habiller nos exactions. Reste Sade. Reste Sade en ce que sa puissance, aussi comique soit-elle, tient au fait de donner un sens nouveau au rapport sexuel, c'est-à-dire donc au rapport des sexes, au moment où celui de l'Ancien Régime, qui avait cours avec les structures de l'Ancien Régime, s'effondrait. Donc, je vais m'arrêter là, je reprendrai une prochaine fois le commentaire de deux phrases de télévision que je cite là. L'homme qui veut la femme ne l'atteint que dans la perversion, enfin je la résume, et l'autre qui est une femme ne rencontre l'homme que dans la psychose, elle ne peut que de se l'interdire. Attention, il y a un piège pour la compréhension correcte de ces phrases. Voilà, je m'arrête ici. Alain?
Non, Je il y a t'en prie. beaucoup à dire. On m'avait parlé un petit peu la dernière fois aussi. Je crois que véritablement, la question que Lacan articule remarquablement, c'est cette articulation, et que tu as très bien souligné, du rapport entre euh, la mise au rencard du sexe par le capitalisme. C'est la traduction de Max Weber, hein, c'est-à-dire Oui, l'arrivée du protestantisme, l'éthique protestante, puisque avec l'interdit de jouir qu'elle comporte, fonde le capitalisme. Alors, je me suis toujours demandé si, quand Lacan dit que dans les garnements de jouissance, il n'y a que l'autre qui la situe, etc., etc., il dit oui, d'ailleurs l'autre au côté du sexe, mais oui, pas seulement, oui, c'est-à-dire la tout à figure de fait. Dieu. Lacan, Oui, voilà, oui, c'est c'est-à-dire moins dangereux. voilà. C'est-à-dire ce que Lacan raconte quand il dit qu'il a trouvé il a acheté à, à grands frais un papier, un édit médiéval, je crois que c'est de 1100 ou un truc comme ça, qui prescrivait un certain nombre de punitions à appliquer différentes personnes qui pouvaient insulter Dieu pendant la messe. Et il ajoute en rigolant que aujourd'hui, même s'il suggérait cette pratique d'insulter Dieu pendant la messe, même ses copains surréalistes n'oseraient pas. Hein, voilà. Alors qu'à l'époque, effectivement, on insultait Dieu pendant la messe. Il y avait la fête des innocents, je l'ai plein de fois rappelé. C'est-à-dire que avant ce moment de la Renaissance, il y avait un rapport à la sexualité tout à fait différent. On le voit aussi de façon radicale, il y a eu plusieurs travaux là-dessus chez les Grecs, hein, par exemple, dans d'autres cultures euh, antérieures, et que effectivement le virage au capitalisme, tu l'as très bien souligné, on peut même le dire pour l'amour courtois, hein, parce que l'amour courtois, cette espèce d'idéalisation, n'empêchait pas qu'il passe à l'acte sans arrêt. Hein. Ah, mais c'est autre chose. Non, non, mais c'était quand même une division qui était une marque de cette situation antérieure qui a complètement euh, séparé. Alors, c'est très intéressant de voir quand Lacan dit, voilà, on nous oppose le décolonial, etc., etc., mais Lacan, quand il dit que ça n'irait qu'à ne pas lui imposer notre mode de jouissance, véritablement, c'est ce que nous avons fait avec la colonisation Bien et sûr, avec l'extension du discours du capitaliste. bien sûr. Ce qui est nouveau, et tu as raison d'insister, c'est l'effet de la mondialisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, la chute des frontières et l'espèce voilà, le mouvement de mondialisation fait qu'effectivement, euh, les systèmes de séparation ou l'autre race. Et le mot race est quand même bien choisi parce que c'est un mot qui provient du discours scientifique, hein, c'est la notion de Mhm, race. C'est effectivement là aussi une question tout à fait importante. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui les discours racistes, on prête toujours à l'autre race une jouissance supposée, celle qu'on mhm, prête à la femme d'ailleurs. mhm, Hein. Par exemple, le droit de la délinquance, le droit de tuer, le droit de violer, etc., etc. Enfin, le droit, en tout cas, le passage au viol, etc. Hein, voire même des discours sur la possession des biens pour les juifs ou les avantages merveilleux que donne dans l'acte sexuel la circoncision, etc., etc. Tout un mhm. tas de choses qu'on a pu entendre à droite et à gauche qui sont merveilleuses avec des tentatives récentes de faire basculer les idoles masculinistes. Je ne sais pas si vous avez vu maintenant, il y a toute une théorie sur le fait qu'Hitler avait en fait un micro-pénis. Je Mhm, trouve que c'est véritablement l'envers de ce discours, mais qui le font en même temps. Mais peut-être on va laisser la parole mhm, à nos collègues qui sont là pour mhm. discuter, et toi et Patrick d'ailleurs, puisqu'il nous reste un petit peu de temps. Mhm. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques Paola? Paola est à New York. Oui, je, Salut Paola.
Bonjour. Je suis plongée dans la réflexion de ce que tu racontes. Je suis très prise par tes remarques, hein, Gisèle. Je suis tout à fait frappée et d'accord avec ce que tu dis. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Quand tu parles de souplesse de l'évolution hein, contemporaine des dernières 50 ans, Oui. ça me fait penser au fait que, bon, cette souplesse, comment je pourrais dire? Moi, je suis frappée par le manque de souplesse. C'est-à-dire C'est parce que c'est- je c'est suis... un terme que je vais te laisser continuer, bien sûr. C'est juste pour te dire, c'est un terme que j'ai repris de Lacan qu'il utilisait à propos du fantasme en disant que il y avait dans le fantasme quelque chose comme une chaîne suffisamment souple pour qu'on fasse avec. Oui, Vas-y. non, et je vois ça. Non, je veux dire que je me demande dans quelle mesure, s'il y a, comment je veux dire, une ouverture hein, de réflexion à partir de cela, bon, on en a beaucoup discuté, surtout les discours, comment je pourrais dire, LGBTQI, féministes, etc., etc. Mais euh, dans la réalité sociale, hein, bon, évidemment, moi je parle du point de vue d'où je suis. Hein. Oui, Moi, oui, je suis frappée du contraire. oui, oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Dis-nous un petit peu quels sont les éléments. Je veux dire qu'il me semble comment je pourrais dire, qu'il y a une protestation, comment je veux dire, qui soutient très fortement la loi sexuelle Ah ben j'en suis et convaincue. la lecture de la loi sexuelle en Oui, tant que telle, n'est-ce pas? oui, oui. Et qu'on se trouve dans une manifestation du collectif politique Mhm, tout à fait au soutien de ce discours, hein, mhm, euh, mhm, de cette loi qui est remise sur mhm. le tapis Mais comme complètement. Empire. empire. Voilà. Mhm, Donc, ça me pose la question aussi par rapport justement au discours capitaliste. mhm, Hein. mhm, La question de la circulation des plus de jouir, justement, tu as tout à fait raison, mais c'est toujours une perte. mhm. De jouissance, oui, Une perte de jouissance oui. Et il me semble aussi, comme point de vue du capitalisme actuel, tout ce que justement va dans la direction de l'austérité, hein, comme les économistes l'étudient, c'est justement dans la direction d'un renforcement du discours capitaliste. Mhm. Hmm. C'est-à-dire, l'austérité va justement dans la direction d'une exploitation de plus Mhm. en plus forte C'est ça. de Pas de super. la classe ouvrière, de laborative, etc. Mhm. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas ne pas réfléchir sur le contexte actuel, là, qui me semble Mhm. très Mais violent. bien sûr. Hein. Et donc, c'est très important l'analyse que tu fais. Hmm. C'est très important. Mais la question, c'est où est-ce qu'on en est là-dedans? Mhm. Parce que on pourrait même dire que ces 50 ans de mise en question n'ont fait que provoquer une certaine réaction encore plus forte hmm, du point Oui, de vue. enfin, n'ont fait que, ils n'ont pas fait que, mais ils ont Non, trop mais provoqué. Ils ont un trop provoqué. Dans toi provoquer. Et par rapport Patrick, je trouvais très intéressant la façon dont tu as lu la question du discours du maître et la position du psychiatre là-dedans. Mais j'ai une question parce que tu me disais, tu disais avant que, par exemple, le discours de la santé mentale non, départ complètement hein, de la position d'un discours de la psychiatrie classique.
n'est-ce pas? Mais alors, comment tu places ce discours-là dans les discours, dans la logique de discours? Comment tu le vois? La- je pense que c'est c'est un mélange du discours du maître et du discours du capitaliste. C'est-à-dire que c'est la santé mentale, ce serait la possibilité, je dirais, de rejoindre la norme pour jouir de tous les objets qui sont proposés par le capitalisme. Mais c'est 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 la normalisation, c'est-à-dire que c'est rejoindre une norme qui est la norme finalement du consommateur, du consommateur de l'existence. Et pour moi, c'est vraiment un triomphe de d'un mélange finalement du discours du maître et du discours du capitaliste. Alors que la psychiatrie, je veux dire, avait quand même une connotation différente, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois quelque chose qui était en rapport avec l'hygiène publique, ce qui était négatif, et en même temps, il y avait la folie, quand même, qui était euh, à la fois valorisée et qui était... maintenant, les gens qui s'intéressent à sa santé mentale ne s'intéressent plus du tout à la question de la folie. C'est-à-dire que c'est une autre façon d'invisibiliser la question de la folie. Enfin, c'est pas une autre façon, c'est une façon discursive d'invisibiliser la folie. Et c'est en ce sens que c'est encore du domaine, effectivement, du refoulement et de la subjectivité. Et je veux dire, c'est une tendance très forte qui est. Euh, alors, tout à l'heure, Gisèle, enfin, ce que tu disais par rapport à Gisèle, le village planétaire. C'est-à-dire que finalement, il s'agit. Là, d'étendre au village planétaire le- la norme, euh, une certaine norme, qui est quand même une norme qui est issue du discours du capitaliste, hein. C'est évident. Et avec, bon, cette note quand même de l'injonction au bonheur, comme on dit, c'est-à-dire quelque chose quand même qui est du registre du discours du maître. Donc moi, pour moi, c'est pas la même chose que la psychiatrie. Ah ben C'est bien sûr. Oui, mais est-ce que... Oui, oui. Moi, je pense que pour ça, c'est sûr que ça revient d'une façon un peu caricaturale sur le mode, comment dire, masculiniste, le retour etc., etc. Mais je pense que ça, c'est un écran. Euh, Parce que au fond, ce qu'on constate, c'est un isolement de plus en plus grand et qui est promu dans cette idéologie de la santé mentale. C'est-à-dire que j'ai appelé le délire d'autonomie, hein, mais la grande idée qu'il y a derrière la réhabilitation psychosociale, derrière toutes les mesures aujourd'hui de traitement de la santé mentale, c'est l'idée d'un sujet autonome avec ses capacités sociales diverses qui, au fond, l'isole de plus en plus. On va vers ça, hein, et ce que disait Gisèle tout à l'heure, en parlant de la masturbation, l'autonomie, etc., enfin de l'isolement progressif, c'est quand même ce que statistiquement on constate de plus en plus, hein. C'est-à-dire que des gens enfin, je raconte ça en deux mots, mais j'ai quand même reçu quelqu'un il y a pas si longtemps que ça qui m'a expliqué qu'elle venait voir un psychanalyste parce que sa précédente thérapie n'avait pas fonctionné. Et je lui ai demandé qui a été votre précédent thérapeute. Je voulais savoir un peu qui c'était. Elle m'a dit très sérieusement, hein, ChatGPT. Et nous on rit. Dans cette génération-là, c'était quelqu'un un peu plus, qui avait un peu plus de 20 ans. Euh, Ça m'a été dit très sérieusement, très très sérieusement. Ça que, euh, voilà. Oui, alors mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que ce qui est prôné, c'est l'inclusion. Et
La santé mentale, c'est Ben justement oui, la mais possibilité, l'inclusion, c'est, l'inclusion de tous les individus qui sont isolés. voilà, mais c'est l'inclusion dans un isolement généralisé, c'est-à-dire, au fond, voilà, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article qui vient de paraître sur le projet de créer des prisons hôpitaux, tellement on s'aperçoit qu'il y a un nombre considérable de patients qui autrefois auraient été hospitalisés dans les hôpitaux psychiatriques qui sont aujourd'hui dans les prisons, près de 50%. Il y avait déjà eu un cri d'alerte lancé il y a moins de 10 ans dans un livre écrit par le médecin de la prison de la santé, hein, qui expliquait que véritablement, il y avait un nombre de gens là dans cette prison qui n'avaient rien à faire en prison et qui auraient dû être en institution psychiatrique, dans ce qu'on appelait autrefois les services de force. Mais j'idéalise pas l'ancienne psychiatrie, hein, Patrick, tu sais, à part quelques personnes un peu particulières, ceux qui idéalisaient la folie, c'était l'héritage que nous avions dans la culture du surréalisme et la psychanalyse. Mais la psychiatrie d'autrefois, à part quelques psychiatres passionnés ou passionnants, avait une vision quand même très policière, pour reprendre le mot de Lacan, euh, de la folie, hein, c'est-à-dire comme quelque chose qu'il fallait normaliser. Il faut rappeler les traitements effroyables que la psychiatrie classique appliquait aux Ben, patients, hein. il faut lire ce livre qui est fait par un collègue belge, d'ailleurs, qui est Naissance de la psychiatrie biologique, pour Oui, voir comment c'est un livre qui est oui, malheureusement oui, oui. épuisé, qui est absolument extraordinaire, qui montre l'ensemble des tortures Ben, qui ont bien été sûr, faites c'était et, effroyable ce qu'on a. et comment ça se passait, et avec des témoignages de gens qui avaient travaillé jusque Bien sûr, bien dans les sûr, années bien sûr. 40-50 et qui racontent comment ça se passait. Et c'était absolument effroyable. Avant l'arrivée des neuroleptiques, il faut dire quand même que Ouais, les ouais, neuroleptiques, de ce point de vue-là, ont changé un peu la donne, hein, pour pas dire un peu ouais. beaucoup. Et bien sûr, moi j'idéalise pas du tout la Non, psychiatrie. non, il faut vraiment Mais je pas. dois dire qu'on fait partie d'une génération qui a quand même été intéressée par Antonin Artaud, par des gens comme ça. Je veux dire, on n'est pas. C'est-à-dire que la folie avait quand même une certaine attractivité. Maintenant, la santé mentale, je veux dire, c'est pas aussi attractif, hein. Je veux dire, c'est vraiment une. C'est la production du terme de handicap, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, Oui, mais alors le une handicap, c'est ça. théorie généralement déficitaire, quoi, voilà, par Oui, rapport mais alors le handicap, justement, c'est cette nouvelle conception du handicap. Le handicap n'est pas inhérent au sujet. Ce qui est inhérent au sujet, c'est les déficiences. Et le handicap est provoqué par la réponse sociale aux déficiences. C'est ça la grande donnée. Donc l'inclusion implique que la société fasse des efforts pour inclure des gens qui sont déficients, qui ont des déficiences, mais ces déficiences ne doivent pas être transformées en handicap ou le moins possible en handicap. Ça, c'est l'idée. voilà, il faudra C'est, voir c'est- si nos prochains patients psychotiques se sentiront persécutés par les robots conversationnels avec lesquels ils partageront leur vie, puisque ça, Non, mais il y a des gens qui commencent des histoires d'amour avec un robot. Bien sûr. bien sûr, mais bien Même des sûr. publications qui sortent Il y a des là-dessus. tas de Ah oui, publications oui, là-dessus, oui, absolument, absolument, absolument. ouais, Oui, ouais. oui. Bon, Il il y y a avait des- avant même les robots, les fameuses poupées gonflables. Bien sûr. Mais vous savez que maintenant, j'ai entendu, parce que j'ai parlé, on a parlé de ça au comité de rédaction de l'évaluation psychiatrique, et les gens enregistrent avec l'accord des patients des séances entières de psychothérapie, hein, peut-être même de psychanalyse, enfin de psychothérapie, et ils les passent au moulinet de l'intelligence artificielle. Ah oui. Ah ouais. Ah Il oui. semblerait que ça donne des choses parfois extrêmement intéressantes. Mhm. C'est-à-dire que Bon. l'intelligence artificielle, le biais d'un langage Mhm. statistique, Mhm. arrive à donner Mhm. des propositions, je dirais, d'émergence de signifiants Mhm. Oui, oui. qui ne sont pas les mêmes et Oui, qui oui. sont parfois très novatrices. Et Oui, oui. c'est quand même un truc Oui, oui. incroyable. Ça, c'est pas étonnant. Oui, oui. C'est pas étonnant, je suis d'accord. On revient à la psychanalyse des années 40, 50 aux États-Unis où il était courant d'enregistrer au magnétophone les séances, hein. C'était pas du tout. Oui, mais à l'époque, Ah, dans ce pays. on pouvait pas les passer à Voilà. l'intelligence Non, non, bien artificielle. C'est sûr. ça la Mais on est différence. passé Voilà. à la moulinette du contrôleur, Voilà. c'était pas nécessairement beaucoup mieux. Non, c'était. Surtout les Très contrôleurs de bien. l'époque. Très bien. Très bien. Très bien. Bon, ben, on va peut-être s'arrêter là. Et puis, Oui.
À moins qu'il y ait Donc, une question encore oui. dans la salle. la salle virtuelle. Très bien. Ben, on se retrouve Gisèle. Alors, la prochaine fois, c'est le 20 mars et ce sera avec Olivier Douville comme invité, plusieurs exposés comme d'habitude, qui nous parlera de la lâcheté morale qui est euh, en question dans le texte de télévision Absolument. à propos de la tristesse. À bientôt. Ciao, ciao. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. C'était très intéressant, comme vous dites. Merci. Merci. Merci Ciao. beaucoup.